ce sujet, c'est les violences intrafamiliales en France, repérage et prise en charge. Il faut être honnête, on doit tout d'abord être un peu surpris par la forme de ce sujet qui semble extrêmement précis. On se demande si ça relève de la culture générale. On insiste même, au-delà du thème des violences intrafamiliales en France, sur la distinction entre repérage et prise en charge, comme si on voulait avoir des détails sur l'ensemble des mécanismes, des dispositifs qui existent, en décomposant bien la phase de repérage et la phase de prise en charge. C'est assez surprenant par rapport à une matière dont l'objet est précisément souvent de traiter de grandes questions plus larges, d'évolution transversale qui concernent la société et qui doivent être remises dans une grande perspective, souvent historique. Il y a des choses surprenantes. Face à ce sujet qu'on va traiter, je vous propose, d'une part, c'est vrai de faire référence à quelques connaissances, mais qui sont des connaissances assez connues de tout étudiant qui a fait un peu de droit pénal et ou droit civil, puisque l'ordonnance de protection, par exemple, c'est un dispositif civil, mais il y a un minimum de grandes choses à connaître, on n'ira pas au-delà. Et pour le reste, d'essayer d'appliquer notre méthode ISP, qui fonctionne, évidemment, elle est conçue un peu pour être tout-terrain, mais de l'appliquer, même sur un sujet technique comme ça, de l'appliquer comme habituellement, et finalement, je crois qu'on y arrive. Peut-être que un piège dans lequel il ne fallait pas tomber, c'était la peur. C'était de se dire, oh là là, mais les violences intrafamiliales, j'ai pas la définition. Alors, au début, on pense aux violences conjugales, vis-à-vis des femmes ou vis-à-vis des hommes, déjà, il faut élargir. Après, mes familles, c'est aussi les enfants. On peut peut-être penser aussi aux parents, aux personnes dépendantes. Se rappeler que dans ce qui est dénoncé, dans les féminicides, c'est souvent, ou les faits divers nous le rappellent, des affaires qui concernent non pas des conjoints, mais des ex-conjoints, etc. Donc, le périmètre de violence intrafamiliale, ne pas se dire « j'ai pas la définition, j'ai peur, je peux pas me prononcer », mais essayer, avec son bon sens, avec son raisonnement, de donner un périmètre, premièrement. Et puis ensuite, pareil pour repérage et prise en charge. Essayer de voir ce qu'on peut entendre par repérage, prise en charge, par nous-mêmes, encore une fois, par notre propre bon sens. On n'est pas des spécialistes, on n'a pas les définitions sous les yeux, mais qu'est-ce qu'on peut entendre par là ? Il y a déjà comment on peut identifier, faire en sorte que les effets soient révélés, que les personnes appellent à l'aide, qu'on se rende compte de leur survenance, qu'on les identifie, et puis après, la prise en charge, jusque au traitement par le droit, la législation, les peines qui peuvent être infligées, etc. Ou à des soins éventuellement. C'est finalement essayer par nous-mêmes de donner du contenu à ces mots, alors qu'on n'a pas de définition, effectivement, sous les yeux, et qu'on ne nous avait pas demandé d'apprendre ce sujet-là par cœur. Voilà. Une fois, je crois qu'on passe ce cap-là, et qu'on s'autorise à donner des définitions, et qu'on les justifie, eh bien, on peut traiter ce sujet, je crois, comme n'importe quel autre sujet, avec un minimum de connaissances institutionnelles. Mais vraiment minimum. En tout cas, c'est comme ça qu'on va le traiter, nous. Donc, en introduction, évidemment, donc je le disais, rappeler la définition des membres de la famille, donc les conjoints, les descendants, les ascendants. Les violences, une définition large aussi, là aussi, il faut s'y risquer. Violence physique, bien sûr, les coups, les atteintes physiques, souvent qui sont connues, qui vont parfois jusqu'à des coups et des blessures mortelles, ou même à des homicides par arme, arme à feu, arme blanche. Voilà. Violence physique aussi, violence psychologique, harcèlement,
manipulation, abus de faiblesse, violence économique, exploitation, interdiction pression économique sur des femmes qu'on interdit de travailler ou qu'on fait travailler mais qui n'ont pas le droit de disposer de leur argent, toutes ces choses de cet ordre, et puis violence sexuelle, viol intrafamilial ou en tout cas obligation de rapports sexuels non consentis ou de pratiques non consenties. Voilà, finalement, je crois qu'on pouvait avoir toute cette palette à propos des violences, là aussi prendre large. On peut se poser la question d'ailleurs de la différence entre violence et conflit. Les violences intrafamiliales traduisent une relation d'asymétrie, de domination, d'inégalité systémique, ce qui n'est pas la même chose qu'un conflit ou qu'une dispute intrafamiliale dans laquelle la liberté, l'égalité relative quand même des protagonistes est préservée, n'est pas atteinte. Voilà. Donc définir intrafamilial, définir violence, repérage, tout ce qui peut amener jusqu'à porter des faits à la connaissance des pouvoirs publics, et puis prise en charge par les différents acteurs, ensuite, principalement les pouvoirs publics, mais peut-être pas que, notamment par d'autres acteurs associatifs ou médicaux. Voilà un petit peu, il fallait s'essayer à ces définitions. Ensuite, rechercher une problématique. Alors, vous connaissez la méthode de l'ISP. Une problématique, souvent on préfère une problématique en termes positifs, c'est-à-dire les faits. Y a-t-il besoin de prise en charge et de repérage des violences familiales en France? Y a-t-il? Peut-on parler de? Assiste-t-on à un besoin? Évidemment qu'il y a. Donc ça ne peut pas être une problématique puisque la réponse est oui. Autre question, faut-il prendre en charge? Question plus normative. Évidemment, là aussi, la réponse est oui. Bien sûr qu'il faut prendre en charge quand on est dans la ligne du parti, qui est de passer le concours que vous passez. Évidemment qu'il faut. Donc là non plus, ça ne peut pas être une problématique. La réponse est oui. Bon, y a-t-il une prise en charge? Oui. Faut-il? Oui. Le regard sur la prise en charge, etc., et le repérage des violences intrafamiliales a-t-il changé dans notre société? Est-il en train de changer? Connaît-il une mutation? Je crois que là aussi, la réponse est oui. Il n'y a pas trop de débat. Donc, il faut trouver une question qui se rapporte au sujet, mais où il y a un débat qui fera ressortir tout ce qui est fait, tout ce qui n'est pas fait, tous les enjeux, toutes les tensions. C'est ça, la problématique. Alors moi, je vous en propose une problématique à laquelle la réponse n'est pas forcément oui, donc le but c'est de la rechercher, vous savez, qui est: notre société est-elle suffisamment organisée pour lutter contre les violences intrafamiliales? Voilà. Et là, on voit bien on est dans une question de degré, il y a du oui, il y a des choses qui ont été faites, mais il y a aussi encore des choses à faire et encore des imperfections. Et voilà. Donc voilà ce que c'est qu'une problématique. C'est une question utile qui donne lieu à un débat partagé sur le thème qu'on nous a donné. Notre société est-elle suffisamment organisée pour lutter contre les violences intrafamiliales? Il va falloir, évidemment, tout au long de la dissertation, ne pas oublier qu'on nous attend sur l'intrafamilial et pas que sur les violences faites aux femmes, même si souvent ça s'y réduit en fait. Allez voir sur Internet, vous verrez, ça commence par intrafamilial sur Google, et quand vous cliquez, on ne vous parle que des violences faites aux femmes, des violences conjugales. Donc attention, beaucoup de ça. Nous, on ne va pas se réduire à ça. Et puis, on va essayer autant que possible, parfois, de bien distinguer, à côté peut-être d'éléments plus généraux, mais lorsqu'il y a lieu, ce qu'on peut attribuer au repérage et ce qu'on peut attribuer à la prise en charge, comme ils disent. Voilà, pour montrer qu'on traite vraiment de tout le sujet. De même, est-ce qu'on peut parfois, et on ne se privera pas de le faire, signaler que tel dispositif vaut plus pour des violences de type économique, sexuel, psychologique, ou plutôt que pour les violences en général. Voilà, on va essayer au maximum de montrer qu'on traite bien de tout le sujet dans toutes ses dimensions, dès qu'on en a l'occasion. Grand 1,
une prise en charge de plus en plus forte des violences intrafamiliales qui n'empêche pas l'existence de ces violences. Grand 1, leur subsistance. Voilà. Grand 1, une prise en charge de plus en plus forte des violences intrafamiliales qui n'empêchent pas leur subsistance. Thèse, antithèse, classique. C'est vrai qu'on fait plein de trucs, mais il y a encore des violences intrafamiliales qui subsistent. Voilà. 1A, une prise de conscience et d'action face aux violences intrafamiliales. Et là, on va expliquer qu'effectivement, il y a une évolution de nos sociétés, notamment qu'il pouvait y avoir peut-être un modèle traditionnel qui consistait finalement en une vision très hiérarchisée et asymétrique de la famille, donnant un primat à la suite du Code civil, un primat au père de famille. Voilà. Il y avait une tradition culturelle qui était un peu consacrée juridiquement, donc le primat du père de famille, le chef de famille, qui était plutôt l'homme, ce qui lui donnait une prévalence sur les autres membres de la famille, en particulier sa femme et ses enfants, et que ça s'accompagnait notamment d'une espèce de... Ça pouvait légitimer l'idée que le père de famille, compte tenu de ses responsabilités, avait le devoir ou le droit de corriger, d'administrer des corrections à sa femme comme à ses enfants. Et donc, il y avait traditionnellement une certaine tolérance dans le fait de corriger physiquement, comme on disait, donc le terme de correction, les comportements de sa femme et de ses enfants au moyen de coups, en portant des coups physiquement, ce qui était une forme de violence traditionnellement admise. Et là, il y a une évolution marquée effectivement d'abord par la préoccupation de l'égalité, bien sûr, l'égalité entre les hommes et les femmes, la dignité et d'une façon plus spécifique, la reconnaissance, je dirais, de l'enfant finalement, de la parole ou du ressenti autonome de l'enfant. Voilà, face aux besoins à ses parents. Et donc, toutes ces évolutions de la société se sont traduites aujourd'hui par une tolérance, une prise de conscience qu'il s'agissait là de véritables violences auxquelles il convenait de faire face. Première idée. Ça s'est traduit notamment, pour ce qui est des femmes, à un grand nombre à tout un tas de choses. Voilà, alors, d'abord, une prise de conscience du fait que c'était totalement contraire évidemment à l'idée d'égalité, de dignité, et à des campagnes qui ont été de plus en plus fréquentes contre les violences conjugales en France. Bon, là on est en France, mais comme dans la plupart des pays développés. Ça s'est traduit pour les enfants aussi plus récemment dans un cadre européen à ce que la France en vienne à interdire un certain nombre de châtiments corporels, dont la fameuse fessée vis-à-vis des enfants. Voilà, donc il y a une prise de conscience avec des aboutissements. Ces aboutissements sont juridiques, l'interdiction de la fessée pour les enfants, et plus globalement, même, aujourd'hui, le fait de commettre des violences dans un cadre intrafamilial est une circonstance aggravante. Voilà. Donc aujourd'hui, les violences intrafamiliales bénéficient plus d'une forme d'immunité, comme c'était le cas par le passé, mais au contraire, le cadre intrafamilial constitue une circonstance aggravante. Donc ça, c'est en général, évolution de la société en général. Ensuite, troisième point, de façon plus précise, ont été mis en place des dispositifs de repérage et de prise en charge plus spécifiques. Repérage, d'abord la mise en place de numéros verts, de numéros d'appel dédiés, voilà, des 08, des 0800, aussi bien pour les femmes que pour les enfants.
Pour les femmes, la création même d'un dispositif qui est le téléphone grave danger, qui leur permet d'être en permanence en contact avec les services de police. Donc voilà, donc ça permet de repérer. Le repérage, c'est pas seulement l'appel au moment de la survenance de faits violents, mais c'est aussi un repérage plus large dans la société qui fait appel à des professionnels à travers notamment le signalement. Signalement au nom duquel le secret professionnel est levé lorsqu'il est question lorsqu'il y a des suspicions de violences exercées sur des mineurs de moins de 15 ans. Voilà, notamment le secret médical. Donc on voit un certain nombre finalement de dispositifs de repérage qui sont diversifiés. Ensuite, les dispositifs de prise en charge ont été aussi améliorés. Il ne suffit pas d'être appelé ou de repérer, mais au moment d'agir, on a alors, le droit s'est adapté, notamment avec l'ordonnance de protection, qui permet de maintenir la femme victime de violence et ses enfants dans le domicile, qui permet d'éviter un rapprochement dans un certain périmètre du conjoint suspecté de violence. Voilà, donc ça c'est la loi de 2010. Prise en charge aussi par l'adaptation des services de police, de gendarmerie et de justice pour traiter de façon rapide, efficace et adaptée la prise en charge de ces victimes, qu'il s'agisse des femmes ou des enfants. Voilà, afin d'éviter que les procédures ne soient finalement ne compliquent ou ne gênent leur démarche. Au contraire, il y a une organisation spécifique qui a été mise en place tout au long de la chaîne des acteurs pour intervenir. La prise en charge, c'est aussi le rôle des associations fortement mobilisées qui interviennent auprès des pouvoirs publics dans l'aide à ces victimes. Et puis la prise en charge, c'est aussi la prise en charge avec la question notamment centrale du logement, effectivement, voilà, des victimes. La prise en charge ou du relogement, la prise en charge, c'est aussi la prise en charge des auteurs d'infractions. On sait qu'il y a un travail qui est fait de façon à administrer des soins spécifiques aux auteurs de différentes violences, comme c'est le cas pour les auteurs pour les personnes en situation d'addiction. Voilà, donc avec des groupes de parole, et tout ça, ça relève directement des services pénitentiaires d'insertion et de probation, que ce soit en milieu ouvert ou en milieu fermé, il y a une prise en charge aussi des auteurs, voilà, spécifiquement, au titre de la lutte contre la récidive. Donc il y a tout ça qui a été mis en place, prise de conscience, repérage et prise en charge. Voilà, 1A, très bien. 1B, mais les violences demeurent dans le cadre familial et autour de la famille. Voilà. Alors, on va rappeler en 1B que beaucoup de choses ont été faites, mais la vigilance demeure parce que les violences intrafamiliales demeurent une réalité. Demeurent une réalité dans la société en général. Probablement d'ailleurs, on va le dire, que cette réalité apparaît du fait précisément de la prise de conscience et de la mise en place des dispositifs de repérage et de prise en charge, qui fait qu'il y a une espèce de libération de la parole. Et aujourd'hui, on se rend compte que ces violences demeurent. Les associations parlent d'une femme qui mourrait tous les 3 jours sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Et cette question de l'ex-conjoint, effectivement, nous amène à dire que le problème des violences intrafamiliales doit être élargi. En fait, bien souvent, les cas les plus graves, notamment d'homicide sur des femmes, certains parlent de féminicide, concernent non pas le conjoint, mais l'ex-conjoint, après une séparation. De même, après une séparation, donc lorsqu'il n'y a plus de lien familial entre l'homme et la femme, il y a beaucoup de sujets qui sont liés à la garde des enfants. Il y a souvent des prises d'otages d'enfants qui sont des violences. Voilà, alors il y a un lien familial entre le père et les enfants, il n'y a plus de lien familial entre le mari et son ex-épouse, mais on voit bien que le rôle des ex-conjoints,
de ce qui intervient au moment des séparations, aussi bien vis-à-vis des conjoints que vis-à-vis des enfants, est un sujet très particulier qui est un facteur de violence reconnu, un moment de violence reconnu, et donc il faut élargir. Il y a encore des violences familiales dans la famille et autour. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Ça, c'est d'une façon générale. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ça s'est même accru à certaines périodes. Il semblerait, ça a été dit, qu'à l'occasion, le confinement a été lié à la Covid, et plus globalement d'ailleurs, après la période de confinement elle-même, la moindre circulation en dehors du domicile liée à la Covid-19, notamment à travers le télétravail, la cessation d'un certain nombre d'activités, la limitation des déplacements, aurait été un facteur très important d'augmentation des violences intrafamiliales vis-à-vis des femmes comme des enfants. Donc le sujet demeure et il s'est même aggravé dans la période récente compte tenu de ces circonstances particulières. Voilà, ça c'est le 1B, comme d'habitude, l'antithèse du 2A. Ensuite, on va dans un grand 2 tout à fait, je dirais, classique. Le grand 2 qu'on soit à l'ISP, c'est finalement en 2A de dire que les choses sont peut-être plus compliquées encore qu'on ne le pense, sont en train de se compliquer, ou vont se compliquer, ou pourraient se compliquer, de nouveaux défis, de remise en question, etc., et qu'il convient donc de garder le cap. Voilà, donc un grand 2 classique, comme le grand 1 d'ailleurs que nous avons fait, est très classique, du plan et de la méthode Culture G que vous connaissez bien, habituelle. Donc grand 2, face aux nouveaux risques, l'ensemble de la société doit poursuivre son action. Les étudiants de l'ISP ne seront pas surpris de ce plan. 2A, la survenance de nouveaux risques pour les violences intrafamiliales. Donc il y a de nouveaux risques. Quels sont ces deux risques? Alors, c'est parfois la partie la plus difficile, le 2A, bien entendu. Il y en a une des deux, vous allez voir le deuxième point du 2A, sur lequel je pense qu'il faut toujours être très prudent, mais qui mérite quand même d'être signalé. Le premièrement, c'est le risque de nouveaux types de violences, avec une nouvelle cible qui serait les ascendants. En effet, traditionnellement, on s'est intéressé aux violences faites aux femmes, plus récemment aux violences subies par les enfants, sachant qu'il y a souvent un lien entre les deux et qu'on considère aujourd'hui que le fait d'assister à des violences exercées par le père sur la mère est une violence psychologique exercée sur les enfants, ce qui leur permet de se porter partie civile, par exemple, dans un procès. Donc il y avait ce lien entre l'homme violent, finalement, et la femme, les enfants. Voilà. Sachant que, évidemment, il faudra le dire à un moment, que les châtiments corporels infligés aux enfants pouvaient aussi être le fait des mères, et pas que des pères. Mais il y avait quand même ce lien-là. On était dans le cadre de la famille nucléaire, papa, maman, les enfants, ou ex-papa vis-à-vis de son ex-femme et des enfants. Aujourd'hui, on voit apparaître un risque nouveau peut-être qu'il y a un risque nouveau, auquel il faut être vigilant, qui concerne les ascendants. En effet, on voit se multiplier, du fait de l'augmentation de l'espérance de vie, on voit se développer la question de la dépendance, les phénomènes de dépendance physique. Et les personnes dépendantes peuvent parfois être hébergées dans le cadre familial, par leurs descendants. On parle beaucoup de la situation de ces descendants qui aident les personnes, leurs parents ou leurs grands-parents. Un statut leur est même aujourd'hui proposé, reconnu, celui d'aidants familiaux, les aidants familiaux. On évoque aussi souvent parfois les difficultés des aidants familiaux, leur grande détresse, voire leur risque d'épuisement psychologique, de burn-out. Et tout ça, évidemment, est un facteur de risque pour la manière dont ils pourraient administrer des mauvais traitements, donc une forme de violence, aux personnes âgées dépendantes. On doit d'autant plus être vigilant face à ce risque
qu'on voit bien que régulièrement, je dirais, sont évoqués des mauvais traitements portés aux personnes dépendantes dans d'autres cadres, celui des établissements, des EHPAD, des maisons de retraite, voire celui des auxiliaires familiaux, c'est-à-dire des professionnels qui interviennent au domicile de ces personnes. Les cas de maltraitance, d'une façon générale, sont de plus en plus dénoncés, se multiplient, et il y a notamment eu, récemment, un certain nombre de faits ont été mentionnés à l'occasion de la Covid, et il y a eu le fameux ouvrage et scandale autour du groupe Orpea, qui est un des principaux groupes d'EHPAD en France au cours de l'hiver 2021-2022. Donc, il y a un risque là, peut-être, qu'une nouvelle forme de violence, plus sous forme de maltraitance, un peu plus diffuse, ne concerne ces personnes-là. Premier point. Deuxième risque nouveau, il est peut-être lié aux effets de ce qu'on appelle le retour du religieux, qui parfois revient sous des formes radicales. Qui sont... Alors pourquoi est-ce que le retour du religieux serait un risque pour ces violences intrafamiliales ? Eh bien parce que souvent, en termes de relations familiales, en termes d'égalité entre l'homme et la femme, les religions ont parfois des discours ou des prescriptions qui ne sont pas marquées du sceau de l'égalité, mais plutôt qui semblent aller dans le sens d'une espèce de prévalence traditionnelle de l'homme, qui aurait de l'homme sur la femme et des parents sur les enfants, en leur donnant des droits qui pourraient aller jusqu'à l'usage de ce qu'on considère, nous, comme de la violence dans notre société. On peut notamment parler d'abord d'une façon générale de l'autonomie, de la liberté de la femme et de sa capacité à ne pas subir de violences psychologiques ou économiques, ce qui n'est pas forcément toujours garanti par la conception des rapports entre l'homme et la femme des religions en général et de certaines religions qui parfois connaissent un regain de forme radicale ou intégriste en particulier. On peut penser à la question du consentement sexuel, de l'idée d'un devoir finalement de répondre aux demandes ou aux attentes sexuelles de son conjoint, qui est consacré par certaines religions, et il y a des affaires régulièrement devant les prétoires concernant le consentement sexuel, où ces conceptions s'affrontent. Il en est de même concernant le mariage des filles, des jeunes filles, où là aussi il y a des conceptions traditionnelles qui vont contre la liberté de la femme, parfois qui se traduisent dans certaines traditions, notamment pour les personnes originaires d'Inde du Nord, par des violences, des femmes brûlées au visage, etc. Il y a une espèce de pratique finalement de violence physique très forte en cas de refus de mariage, de fiançailles, soit entre les futurs conjoints, le prétendant et la femme, ou vis-à-vis des filles. Donc il y a toutes ces violences-là qui peuvent être apportées par les religions. D'une façon plus générale aussi, la liberté vestimentaire, la liberté d'aller et venir, de faire librement ses choix dans la vie sans subir de pression. Les jeunes femmes ou les femmes sont souvent plus fragilisées lorsqu'on est confronté à l'application de dogmes religieux très stricts, très rigoristes. Voilà. Et donc ça, c'est un sujet de vigilance, d'autant que le refus, finalement, de se soumettre à toutes ces prescriptions se traduira vraisemblablement par des représailles, donc des coups et blessures, des violences physiques très directes sur ces femmes qui ne rentreraient pas dans ce cadre-là. Ça vaut aussi pour les relations avec les enfants.
dans le même esprit. Je veux dire, les enfants doivent obéir à un certain nombre de principes, à un certain nombre de règles considérées comme sacrées, et vouloir y déroger, au-delà même de la question du mariage de jeunes filles, c'est s'exposer à des représailles ou à des punitions particulièrement violentes. Donc il faut faire attention. Vis-à-vis des enfants, le retour du religieux et du sacré peut aussi avoir d'autres conséquences. Tout d'abord, qui sont des formes de violence ou de risque de mauvais traitement. Tout d'abord, le rapport notamment aux soins médicaux. On connaissait la question de la transfusion sanguine pour les témoins de Jéhovah et la question du refus de soins à enfants, qui a été déjà jugé par des tribunaux. On a vu, alors au-delà des religions, il y a des conceptions aussi particulières. Le fait de faire primer des conceptions particulières est quelque chose d'une particularisme de nos sociétés. On l'a vu à propos de la vaccination obligatoire, un refus de plus en plus fort de partie de la population pour des raisons religieuses parfois ou parfois pas religieuses, simplement des opinions particulières, de refus de souscrire à la vaccination obligatoire et donc l'obtention de faux certificats, etc., au nom de convictions particulières. On a vu la création d'écoles privées clandestines, très marquées par un rigorisme religieux, aussi bien dans la communauté musulmane, mais aussi dans la communauté juive en France, qui ont été interdites ou très encadrées, en tout cas, parce que c'était contraire à la loi, par la loi Gattel, qui a été votée en 2019. Donc on voit bien qu'il y a autour peut-être du retour du religieux sous des formes radicales, des risques nouveaux, qui peuvent de nouvelles violences ou d'aggravation de violences intrafamiliales, et là aussi ça va être un sujet de vigilance. Voilà. Évidemment, comme toujours, quand on parle de religieux, de religion un peu sous des formes radicales, qui se répandent dans la société, ou d'un certain retour de religion sous forme radicale, il faut essayer de ne pas viser que l'islam. La pratique des châtiments corporels en cas de refus de mariage, c'est plus en Inde, dans la péninsule indienne, c'est pas seulement du fait des musulmans, c'est aussi très pratiqué dans la culture hindoue, faut le dire. La loi Gattel, ces écoles clandestines très religieuses qui finalement étaient des formes d'endoctrinement des enfants, contraires à l'esprit qui est celui de l'éducation qu'on doit donner dans la République. Ça concernait aussi la communauté juive. Voilà, on essaie de ne pas toujours taper sur l'islam, de grâce. Pour les chrétiens, pour l'heure, ce qu'on voit surtout, c'est une lutte contre l'avortement, mais c'est pas vraiment des violences intrafamiliales, mais là aussi c'est quand même la question de la femme qui est posée, c'est des intimidations, des attaques contre des centres de planning familial, des pressions psychologiques sur les femmes qui veulent avorter, etc., etc. Mais ça se fait pas dans le cadre familial, mais il y a aussi ce genre de sujets qui peuvent se poser. De même, la question du refus de l'homosexualité, pour des raisons religieuses, peut se traduire dans le cadre intrafamilial par des violences. Ah oui, ben là voilà, là il y a quelque chose qui vient de chez les chrétiens, notamment ce qu'on appelle les thérapies de conversion. Voilà, il y a eu une polémique il y a quelques mois en France, donc souvent des personnes souvent un peu de religion évangéliste, donc des chrétiens avec des convictions assez fortes, pratiquent ce qui vient des États-Unis, maintenant des thérapies de conversion pour essayer de ramener un homosexuel, ou ramener si on peut dire, sur le droit chemin de l'hétérosexualité. Et donc, dans une famille musulmane un peu rigoriste, juive un peu rigoriste, chrétienne un peu rigoriste maintenant, le fait d'être homosexuel ou d'être transsexuel ou que sais-je est généralement très mal accepté et peut donner lieu à des violences de toutes sortes que l'on peut imaginer. Voilà, donc là aussi, le religieux amène, et puis en parlant de thérapie de conversion,
on n'évoque pas que l'islam. Encore une fois, on tape même sur les chrétiens, ce qui est très bien. Voilà, de ne pas toujours donner le sentiment qu'on est obsédé par l'intégrisme musulman et quand on dit religion, en fait, on pense toujours au même. Bon. Donc voilà, donc il y a un risque nouveau là. Alors face à tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il fallait penser à ces choses en 2A, comme toujours, hein, le 2A, c'est là où on sort de sa botte finalement des complications, des évolutions dont on pense qu'elles pourraient encore compliquer le sujet, le repositionner ou présenter de nouveaux risques dans un avenir proche. Voilà. Et c'est ça l'apport du 2A par rapport au grand 1 qui met face à face des choses constatées, objectives et assez connues qui vont dans le sens de la thèse et de l'antithèse. Le 2B, donc, poursuivre la lutte contre la violence familiale est l'affaire de toute la société. Voilà. Donc là, on va dire qu'il faut poursuivre la lutte contre la violence familiale. Au-delà, d'ailleurs, on peut constater qu'il y a une accélération ces dernières années et qu'il faut que le mouvement se poursuive. Il y a notamment eu les États généraux des violences faites aux femmes en 2017. Il y a un aspect des États généraux de la justice qui est consacré à la prise en charge des violences intrafamiliales. Et donc, tout ça doit se poursuivre avec l'intérêt qu'il ne s'agit pas là seulement des pouvoirs publics, mais dans ces États généraux, c'est l'ensemble aussi de la société civile qui est invitée à se mobiliser autour des pouvoirs publics. D'abord, les pouvoirs publics, je dirais, régaliens, traditionnels, bien sûr, police, justice, mais aussi professionnels de santé, personnel éducatif, personnel pénitentiaire, notamment services pénitentiaires d'insertion et de probation, services collectivités territoriales à travers la politique d'aide sociale, d'aide éducative, la politique de logement ou de relogement d'urgence, et puis globalement l'ensemble d'associations, tout un tissu associatif, voilà, qui se mobilise, et les États généraux sont l'occasion de coordonner l'action des différents acteurs et de leur permettre d'échanger. Donc ça doit être poursuivi. Poursuivre aussi, finalement, peut-être une action, ce qui convient, c'est de s'attacher peut-être aux nouveaux risques qui ont été identifiés. On a parlé, il y a ceux qu'on a identifiés, il y a aussi actuellement un sujet qui fait l'objet de plus en plus d'une prise en charge, qui au départ était un sujet sanitaire et médical, et qui entre de plus en plus, qui est de plus en plus abordé sous l'angle des violences intrafamiliales, c'est la lutte contre ce qu'on appelle le syndrome du bébé. Comment ça ? Du bébé. Excusez-moi. Du bébé chahuté, renversé, je ne sais plus comment on appelle ça, du bébé bousculé. Je suis désolé, j'ai un trou de mémoire. Enfin voilà, vous trouverez ça sur Internet, j'en suis absolument désolé. Le bébé bousculé ou le bébé... Bon, enfin voilà, en fait, les parents ont un bébé qui pleure, et à la fin, ils le chahutent, ils le bouge un peu trop fort, et en fait, généralement, ça met fin au bébé, à ses jours. Donc, il ne s'agit pas d'étouffement, il s'agit d'une espèce de... Voilà, d'agitation. On agite le bébé et il disparaît. Et donc, il y a toute une campagne récente, donc avec de nouveaux sujets auxquels on s'attaque. Et donc, on voit bien que non seulement il faut que tout le monde se mobilise, mais aussi il faut qu'on s'attaque à tous les nouveaux aspects, nouvelles questions qui pourraient surgir, de nouveaux types de violences intrafamiliales. On n'a pas épuisé le sujet, il y a de nouveaux sujets. Autre point qu'on peut dire dans le 2B, dans ce qu'il faut faire, c'est le fait sans doute de prendre peut-être plus dans la prise en charge, dans le repérage et la prise en charge, peut-être s'intéresser plus encore aux victimes, aux auteurs, c'est-à-dire qui sont souvent les hommes, et il y a peut-être tout un travail à faire avec, en termes de communication, de campagne, de sensibilisation vis-à-vis des hommes, des jeunes hommes en particulier, ou de certains publics à risque, peut-être des hommes, par exemple, victimes d'addiction, etc., pour aussi les sensibiliser, leur parler et les accompagner, comme on le fait déjà,
aux différentes étapes, y compris une fois qu'un certain nombre de signalements est effectué ou que de violence a été commise. Voilà, il y a sans doute un sujet là aussi important. Rappeler enfin au final, en 2B, que toutes ces actions sont assez difficiles, enfin c'est parfois difficile, il y a un certain nombre d'équilibres qui sont parfois difficiles à assurer dans cette lutte. Cette lutte doit mobiliser, mais elle doit parfois ménager un certain nombre d'équilibres. Souvent le 2B c'est ça, on explique ce qu'il faut faire et en même temps on montre que c'est pas facile parce qu'il y a des choix à faire, des équilibres à préserver. Il y a peut-être 2 domaines, on peut penser notamment à 2 domaines. D'abord, la question du téléphone grave danger. Il y a un débat permanent sur le déploiement du dispositif. On dit parfois qu'il n'y a pas assez de femmes équipées de téléphone grave danger. En même temps, et c'est un débat qui ressort à chaque fois qu'il y a eu un drame qui est intervenu, où une femme n'était pas équipée de téléphone alors qu'il y avait eu des signalements, etc. En même temps, plus il y aura de téléphones grave danger, moins l'effet de chaque téléphone sera efficace. Le but du téléphone grave danger, c'est de donner un accès direct et prioritaire aux services qui peuvent prendre en charge les risques de violence. Si on diffuse beaucoup plus le téléphone grave danger, alors il peut y avoir, ça sera moins efficace. Donc il y a toujours cet équilibre à trouver. Autre question, celui du respect de l'état de droit et de la justice. On a, dans la lignée de la vague MeToo, finalement, avec le mouvement MeToo, on a assisté à un phénomène de dénonciation dans les médias, sur les réseaux sociaux, d'un certain nombre là, de violences sexuelles qui n'étaient pas forcément intrafamiliales. Mais le MeToo constitue un modèle, finalement, de dénonciation de violences interpersonnelles avec un effet assez efficace qui est d'attirer l'opprobre et la honte sur les auteurs présumés. C'est un modèle qui a été assez efficace, effectivement, qui a sans doute contribué à faire évoluer la société, à faire évoluer les choses, mais qui présente un problème quand même, qui est d'avoir des conséquences finalement sur des auteurs présumés, alors même qu'ils sont présumés innocents, et qui peuvent parfois ouvrir la voie à simplement des actes de vengeance, de malveillance, de nuisance, alors même que les faits ne sont pas constitués, mais pourtant des conséquences sont produites déjà sur les victimes. De même, il peut y avoir, ça peut s'approcher d'une forme de justice médiatique ou expéditive, finalement, où quelqu'un est jugé par l'opinion, par le voisinage, selon son degré de notoriété, parfois même par les grands médias nationaux. Voilà. Et donc, plus le thème des violences familiales, intrafamiliales devient effectivement un sujet dont la société se saisit, plus il y a le risque aussi qu'on ait affaire à ce genre de dénonciation infondée. Et il faut faire très attention à ce qu'il y ait des menaces parfois, de signalements de la part d'un conjoint, d'un ex-conjoint, d'enfants, d'adolescents, finalement, pour nuire simplement à une personne. Et on a déjà assisté à ce type d'affaires qui, après un emballement médiatique, finalement, s'était traduit par un aveu de la manipulation en question. Et ça, il faut faire extrêmement attention. La société doit se mobiliser. La libération de la parole est une très bonne chose. Les nouveaux médias peuvent sans doute y contribuer, mais il y a toujours des équilibres à préserver. Voilà ce que je voulais vous proposer. Je suis désolé, le bébé, je crois que c'est le bébé renversé ou le bébé... il y a une campagne en ce moment, en tout cas, à ce propos qui est lancée. Vous retrouverez vous-même le terme. Voilà, quoi qu'il en soit, pour finir, donc, un sujet qui faisait peur par son caractère un peu très techno, finalement, très précis. Et en même temps, je vous demande d'y réfléchir, mais si vous passez ce concours, il est probable que toutes les connaissances, 90% des connaissances précises des dispositifs qu'on a évoqués, j'en ai évoqué très peu, vous les connaissiez, en fait. Vous en avez eu connaissance. Et donc, ce sujet n'était pas hors de portée dès lors qu'on décidait d'appliquer la méthode culture générale,
Dès lors qu'on décidait, mais ça peut arriver sur plein de types de sujets, pas seulement sur un sujet technique comme celui-là, qu'on décidait de bricoler nous-mêmes des définitions, quel type de violence, il faut voir large, intrafamilial, il faut voir large, prise en charge, qu'est-ce que ça veut dire, repérage, qu'est-ce que ça veut dire. Voilà, dès lors qu'on essayait de voir le plus large possible, par nous-mêmes, en bricolant des définitions, qui pourrait nous le reprocher, hein, voilà, eh bien on pouvait traiter ce sujet d'une façon assez classique. Il y a du bon et du moins bon dans notre société, il y a du pour et du contre, il y a des nouveaux défis, et il faut continuer à agir, comme on le fait déjà dans certaines directions qu'on a identifiées, même si c'est pas simple parce qu'il y a des équilibres à trouver. Voilà, j'espère que ce corrigé vous a aidé. Au revoir.